Si demain YouTube ferme, qu'est-ce que toi tu deviens? Ils n'ont pas intérêt à faire. Dans l'audiovisuel, ce qui prime, c'est le son. Ouais. Le son prime sur l'image. Totalement. On peut regarder un contenu où on entend bien pendant longtemps. On ne restera pas longtemps dans un contenu où on n'entend pas bien, même si on voit clairement. Moi, je dis, je suis sur Internet comme je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très taquin, qui rigole beaucoup. Et si tu ne peux pas m'accepter comme pote sur Internet, tu ne m'aurais pas accepté comme pote dans la vraie vie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, YouTube, c'est une régie publicitaire qui se sert des vidéos pour gagner de l'argent. C'est tout. Monsieur Philippe Simo, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Bien et toi? Très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro. Content d'être là? Merci. C'est la deuxième fois que tu viens, je sais pas Oui, si tu c'est te ça. souviens. Bien sûr que je me souviens. Ouais, en 2021. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Oui, T'es devenu millionnaire. tout à fait. Donc, rien que pour ça, là, il faut qu'on te reçoive, il faut comprendre. Et c'est un peu le fil rouge de cette interview, de cette discussion. Parce que 1 million d'abonnés, je sais que ça faisait un moment que tu l'attendais, t'en parlais dans les vidéos et tout. Le jour où c'est arrivé, on s'est tous assis, on a dit, ah, quand même. Mais après, on se pose une question, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi maintenant ton objectif? 10 millions? 10 millions? Bah, c'est le prochain jalon. Non, mais c'est possible. Mais peut-être que tu aurais pu te dire, bon, je vais changer, je vais pas changer de stratégie. Non, forcément, YouTube. forcément, il faut une autre stratégie. Non, je vais pas laisser YouTube parce que YouTube est au cœur de la croissance de tout ce que je fais. Ok. Et ce serait dommage de laisser tomber YouTube. Au contraire, il y a encore beaucoup de choses à faire et à aller explorer. Pour aller gagner encore des abonnés. Tout à Toi, fait. tu penses? Bien sûr. Et c'est quoi la strat, du coup? Parce que bon, nous, on connaît ta stratégie, on la voit. Enfin, non, je veux dire, pour avoir accès. Parce que souvent, les gens me parlent, ils me disent, ouais, mais Philippe, ceci, Philippe, ça. Je dis, lui, il est en train de chercher le million. Donc, tout ce que vous dites là, c'est sa strat, quoi, tu vois. Mais là, maintenant. Non, là, maintenant, effectivement, on va changer de fusil d'épaule. Et on a 3-4 concepts qu'on a longuement travaillé, qu'on va davantage développer maintenant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, mine de rien, la grosse difficulté qu'il y a, je connais très peu de chaînes YouTube qui ont autant d'abonnés que moi et qui n'ont pas un concept clair. C'est-à-dire que, regarde toutes les chaînes que tu connais qui ont plus d'1 million d'abonnés, tu vas te rendre compte qu'elles ont une émission ou 2 émissions qu'elles font depuis toujours et qui ont explosé. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps autour du même concept. Nous, on a beaucoup de concepts différents. Ouais. Et je trouve que ça crée de la confusion. Ce qu'il faudrait maintenant qu'on puisse faire, c'est plutôt trouver quelques concepts qu'on travaille à fond, parce qu'on sait quelles sont les thématiques qui intéressent notre audience. On les connaît aujourd'hui. Maintenant, l'idée, c'est de créer des concepts autour de ces thématiques pour aller créer de la viralité, de l'engagement, encore plus d'engagement, et de l'apprentissage. Parce que derrière, il faut toujours qu'il y ait de l'apprentissage, bien évidemment. Et en fait, la grosse réflexion qu'on a maintenant, c'est est-ce qu'on maintient tout sur Investir au pays ou il faut créer une deuxième chaîne? Parce que ce qui est évident maintenant, c'est que les gens voient bien que j'aime bien parler d'actualité. C'est ça. Et qu'il y a toujours des gens dans les commentaires qui viennent dire, mais pourquoi tu viens me parler de ça ici? Parce que je fais ce que je veux, en fait, déjà, à la base. Mais j'entends cette demande et elle est pertinente. Il y a peut-être certains sujets qu'il n'est pas pertinent d'évoquer sur Investir au pays. Et rester finalement uniquement sur du business, mais sur des concepts qu'on sait qu'ils vont marcher. Et je vais me faire plaisir ailleurs sur une autre chaîne. Mais l'idée, ce serait peut-être de pas faire 10 millions sur une chaîne. Alors, ce serait avoir plusieurs chaînes et avoir presque un groupe de chaînes qui font les 10 millions. Non, quand je vois par exemple The Diary of a CEO et la croissance qu'il a, tu peux avoir une bonne croissance si tu as les bons éléments de viralité dans une émission. Et je pense que on a testé 2-3 choses. Et aujourd'hui, on veut mettre en avant 2-3 émissions, c'est-à-dire que qui vont nous permettre, parce qu'il faut bien le comprendre, pour nous, YouTube, c'est un support pour nos business. Faut pas perdre ça de vue. On n'est pas juste là pour des abonnés. C'est bien d'atteindre des jalons, mais ça doit travailler pour développer le groupe. Et donc, l'idée, c'est quels sont les produits qu'on va mettre de manière... C'est-à-dire, sur quels produits on se voit dans 5-10 ans. Et comment YouTube nous aide à développer ça. Et aujourd'hui, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie niche pour nous à développer dans la gestion des finances. La plupart des gens ne savent pas gérer l'argent.
Mais ça, c'est ton sujet depuis toujours. Oui, juste que maintenant, on a compris comment attaquer les gens avec ça. C'est-à-dire il dit, est-ce que je peux donner mes tips comme ça devant tout le monde? Non, en fait, on va faire simplement un concept En fait, on s'est rendu compte qu'il y a 2-3 choses qui marchent bien aujourd'hui. Et l'un des trucs qui marche bien, c'est le côté rentrer dans la vie des gens. Ok. Par exemple, pourquoi tu remarqueras que très, très peu de chaînes font des lives. Très peu. C'est trop fatigant. C'est un exercice à part. Mais oui. Mais nous, on fait des lives avec plusieurs milliers de personnes, alors qu'on ne parle pas des histoires de relations. On parle de vrais sujets. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand tu as les bons sujets et que tu as les bonnes personnes qui viennent parler en live, les gens peuvent rester là. Hier, par exemple, j'ai fait un live dans lequel on parlait de finances jusqu'à 1h du matin. Et quand on finissait, on était 1200. À 1h du matin. Lundi, les gens travaillent. Mais oui. Tu vois, ça te démontre que si tu avais lancé ce live à 16h, tu allais avoir une plus grande viralité. Okay. Et donc, ce qu'on veut justement, c'est prendre toutes ces datas-là et créer un concept d'émission dans lequel on va pouvoir parler d'argent. Parce qu'en fait, la base même de l'investissement qu'on propose aux gens, c'est d'abord une bonne gestion des finances. Comment tu fais pour mettre de l'argent de côté pour ensuite te diversifier? Et ce qu'on veut faire simplement, et peut-être qu'on t'invitera, on invitera d'autres personnes. Mais je suis pas bon sur la gestion de l'argent. C'est ça qui nous intéresse. Je vais pas le dire à tout le monde. L'idée, c'est de prendre une émission dans laquelle, justement, on va prendre des gens comme toi qui disent qu'ils ne seront pas bons. Et on va travailler ensemble pour qu'au bout de 3 mois, 6 mois, les gens voient comment tes résultats financiers s'améliorent parce que tu suis les instructions, les consignes, les recommandations qu'on te donne. Et ça va valider justement notre programme parce qu'on a derrière un programme d'accompagnement à la gestion. Mais bien sûr, toujours. On a un programme d'accompagnement à la gestion des finances et on veut montrer qu'il est pertinent. Et en créant ce genre d'émission, parce qu'on s'est rendu compte que l'une des choses qui fait que des émissions comme Secret Story, Koh-Lanta et autres marchent, c'est parce que les gens aiment bien voir ce qui se passe dans la vie des autres. Un peu le côté télé-réalité. Ah, tu voudrais faire une télé-réalité de la gestion financière. Un peu ça. Un peu ça, mais un concept like. Parce qu'avant, je pensais même à venir chez les gens. C'est-à-dire, on vient chez toi, on discute avec toi, ta conjointe, ta femme, ainsi de suite. Et on va déceler les éléments qui vous empêchent en réalité de vous coordonner pour bien gérer l'argent. Et après, on vous aide à régler ça, quoi. Mais comme c'est dans un décor qui est le vôtre, avec peut-être les enfants, la maison, ça crée une ambiance qui fait que les gens se disent, il y a une forme de série derrière, quoi. Une série, mais ça, à réaliser, c'est super compliqué. Et ça empêcherait à beaucoup de gens qui ne sont pas dans les villes où je suis. Parce que comme je voyage beaucoup, comment je fais ça quand je suis à Douala, Yaoundé, tu vois, on s'est dit, on va trouver une version qui permette que je le fasse quand même de temps en temps chez les gens, mais souvent quand même à distance. Si on a un bon cadre et tout, on peut en parler. Ok. Non, mais intéressant. Donc ça, ce serait créer des nouveaux concepts qui vont permettre d'avoir, mais qui sont viraux, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. La question, moi, que je me pose, c'est comment tu arrives à faire tout ça, en vrai? C'est-à-dire en termes de temps, comment tu t'organises, comment tu gères ton temps pour pouvoir faire tout ça? Parce que tu fais combien de vidéos par semaine aujourd'hui? Je compte pas, autant que nécessaire. Parce qu'en fait, tu comptes pas? Non, parce que parfois, à une époque, quand j'étais en mode, je fais une vidéo à midi, elle sort à 14h. Si elle décolle pas bien, je fais une autre à 18h. Si elle décolle, c'est bon. Oui, ça c'était avant, mais je l'ai refait récemment, là, pour atteindre 2 millions. Parce que il faut comprendre l'algorithme YouTube. Quand tu es dans une bonne phase avec l'algo, faut pas le casser. Il faut pas le casser. Il faut tout faire pour le maintenir. D'accord. Parce que c'est l'algorithme qui fait réussir sur YouTube. Totalement. C'est pas les, parce que je vois beaucoup de gens qui passent le temps à dire dans les groupes WhatsApp, partager. Mais c'est pas ça qui fait. Tu ne te développes pas sur un réseau social si l'algorithme ne te fait pas progresser. Mais quand tu partages, ça donne un message à l'algorithme que c'est du contenu intéressant, peut-être. L'algorithme, il est pas fou. Non, il comprend le partage de quelqu'un qui est venu sur YouTube, qui a vu, qui allait partager. Et du partage qui se fait entre WhatsApp et qui revient, il comprend. Il sait te dire de quelle est la source par laquelle les gens viennent. C'est vrai qu'ils savent ça. Ils savent ça. C'est vrai. Ouais. D'accord. C'est bien de partager, hein. Ouais, mais c'est pas le meilleur moyen. Pour toi, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme. Tout à fait. Mais quels sont les fondamentaux de l'algorithme? C'est l'heure à laquelle les gens sont connectés, le SEO, c'est des choses comme ça? Non, l'algorithme de YouTube, fondamentalement, j'ai fait une formation sur YouTube. Donne-nous des avant. Pour les gens qui veulent développer leur chaîne. Moi, je veux développer ma chaîne, je veux ta formation. Tu as 2 choses que l'algorithme va regarder. La première et la plus importante, c'est le taux de retention. Ok. Et la deuxième, c'est
le CTR, l'attractivité de ton contenu. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme ne regarde pas les j'aime, les likes, les partages. C'est périphérique parce que c'est fake. Il suffit que tu dises quand tu fais une vidéo à tes abonnés, partagez ou mettez des j'aime pour que tu trompes l'algorithme. Avant, ça se faisait beaucoup sur Facebook et tout. Maintenant, ça se fait plus. Ok. L'algorithme regarde, donc comme je disais, ces deux éléments-là. Quand tu viens de créer un contenu, que tu le mets en ligne, il faut bien avoir conscience que derrière, il n'y a pas un être humain, il n'y a qu'un robot qui fonctionne sur la base des réactions qu'il va avoir par rapport à ce contenu. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Lui, il prend ta vidéo et en fonction des éléments que tu lui as donnés, parce que quand tu crées une vidéo, c'est toi qui permets à l'algorithme de savoir de quoi va parler ta vidéo. Tu lui donnes un thème, tu lui donnes des tags, tu lui donnes une description. Ces éléments sont importants. Parce que l'algorithme comprend de quoi parle le contenu. Et à partir de là, il comprend à qui il doit le diffuser. Mais il le diffuse d'abord à un échantillon très réduit de personnes. Pour voir sur la base des réactions de cet échantillon-là, si c'est un contenu qu'il doit davantage pousser ou pas. Parce que l'algorithme ne veut pas pousser un contenu qui n'est pas intéressant. Totalement. Parce que YouTube, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, YouTube, c'est une régie publicitaire qui se sert des vidéos pour gagner de l'argent. C'est tout. YouTube pousse les vidéos qui lui font gagner le plus d'argent. Et les vidéos qui font gagner le plus d'argent à YouTube sont les vidéos que les gens veulent regarder, sur lesquelles les gens restent longtemps. Donc, le deuxième critère, ça va être le taux de rétention d'une vidéo. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans une vidéo, combien de temps il reste dedans. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens que la pire chose que tu puisses faire dans une vidéo, c'est là commencer avec un générique. C'est la pire chose. Pourquoi? Okay. Parce que les abonnés décident au bout de 8 secondes s'ils restent sur une vidéo ou pas. Oui, ok. Quand tu veux commencer, c'est vraiment débuter la vidéo, quoi. Par quoi? Qu'est-ce qu'il accueille? Même quand tu fais un podcast comme ça, il faut commencer par des extraits chocs. Ouais, c'est ça. Tu donnes envie à la personne de rester parce qu'il va entendre 2-3 phrases qui vont lui donner envie. Si tu commences par ton beau générique, parce qu'en plus, les gens font des génériques qui sont super longs. Un générique, ça dure 5-6 secondes maximum, pas plus. Mais tu vois, les gens qui veulent te montrer toutes les images qu'il a fait dans sa vie, un générique à 15 secondes, c'est pas productif. Donc, il faut commencer tout de suite et donner envie aux gens de rester. Et plus les gens vont rester sur ta vidéo, plus l'algorithme va comprendre que le contenu qu'elle est bon. Parce que les gens restent. Et donc, je vais le diffuser davantage. Aussi simple que ça. En fait, c'est la logique de tous les algorithmes, en réalité. Oui. Maintenant, la question, c'est toujours qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'algorithme considère que c'est bon? Et donc, là, tu viens de donner une clé qui est de faire en sorte que le watch time, c'est ça que tu dis, c'est le watch time. Voilà, que les gens restent le plus longtemps. C'est pour ça que souvent, tu dis dans tes vidéos, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire et ça, justement, tu viens de le dire. En fait, je me suis rendu compte que tu dois engager ton audience à rester. Ouais. Et pour ça, en fait, moi, le meilleur moyen de comprendre comment retenir les gens, c'est de regarder des films ou des séries. Il y a une série qui nous a beaucoup captivés quand on était un peu plus jeune, 24 heures chrono. Je pense que tout le monde a vu cette série. C'est une série qui te prenait au trip de la première à la 45e minute. Tu ne lâches pas 24 heures chrono. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une série dans laquelle il s'était arrangé pour qu'il y ait en permanence du suspense. En permanence. Et le suspense, c'est quoi? Le suspense, c'est je te montre quelque chose, mais tu n'as pas tout. Et tu sais que la suite, tu vas la voir si tu continues de regarder. Ouais. Nous devons absolument apprendre à valoriser notre patrimoine. Qui possède des baskets Nike? Qui possède un téléphone Apple? Qui possède un sac de Louis Vuitton? En 2024, une société qui n'est pas malade ne se contente pas de posséder uniquement les produits, mais elle possède aussi des actions. Est-ce que vous savez combien ces boîtes-là ont distribué de dividendes à leurs actionnaires? Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Continuer dans ce sens. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. Au niveau des vidéos, le suspense, c'est quoi? C'est je te parle d'un sujet en te faisant comprendre que le meilleur reste à venir. Mais
Mais ça, c'est pas facile dans nos sujets à nous. Ça veut dire que tu passes ta vidéo à teaser le truc, quoi, tu vois. Tu teases pour arriver à la fin. Oui, mais attention, tu lui donnes du contenu, hein. Par exemple, si tu dis, par exemple, je sais pas moi, les 10 étapes pour réussir un podcast, tu dois lui donner de bons points. Premier point doit être bon. Mais ton meilleur point doit être peut-être le 7e point. Totalement. Tu vois, le point que les gens attendent. Parce que quand tu fais un contenu, les gens attendent. Les premiers points sont costauds, mais le 7e, c'est le Graal. Mais tu sais que le gars qui arrive au 7e, il t'a consommé quand même 3/4 de ta vidéo. Ok. Bon, là, on va se poser une question. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on peut donner à nos invités à la fin du podcast? Quelle information croustillante tu peux dire? Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Le problème, c'est que là, tu m'as engagé sur un sujet très technique. On a commencé sur un sujet technique. Ça veut dire que les gens... Créer du contenu sur YouTube, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Les gens aiment bien consommer. Donc, ce dont on parle, c'est une discussion de créateurs. Pas forcément, parce qu'en fait, nous, notre audience, c'est des businessmen. Beaucoup. Ouais. En tout cas, c'est des entrepreneurs qui aimeraient, tu vois, trouver un moyen d'être visibles. Parce que tu as parlé d'algorithme, mais ce que tu as dit sur l'algorithme, pour moi, c'est valable sur YouTube, mais en vérité, l'algorithme, Instagram et autres, c'est toujours la même chose, tu vois. Juste que YouTube a la particularité que c'est la plateforme dédiée au contenu long. Ouais. Donc, tu as le temps sur YouTube. Tu peux faire une vidéo de 2 heures sur YouTube. Ouais, nous, on fait 2 heures. Voilà, tu peux faire 45 minutes. Instagram, les gens... Et c'est important de comprendre ça parce que quand quelqu'un vient sur Instagram, il n'est pas paramétré pour faire 45 minutes sur un contenu. Non. C'est pas ça. Lui, il voit 10 secondes, 15 secondes, il scrolle. Pareil sur TikTok. Mais sur YouTube, quand les gens viennent, ils sont posés. Ils savent qu'ici, je vais regarder un documentaire. Ouais. Et YouTube est parvenu à s'imposer comme une plateforme de contenu long. De formation. Beaucoup. De formation. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les mots-clés les plus chassés sur YouTube, c'est comment. Ouais. Comment. Parce que les gens viennent pour apprendre sur YouTube. Mais on en revient quand même à ma question, tu vois. Oui. Parce que bon, je pense que les gens, en fait, ce qu'ils ont besoin de savoir, tout le monde veut savoir comment toi tu fonctionnes. En fait, ils se disent, c'est une machine de guerre, mais quels sont les sous-jacents de cette machine de guerre? Tu vois ce que je veux dire? Et je parle des gens, mais moi-même, hein, parce que j'ai fait un post récemment sur LinkedIn où j'ai dit, moi, je te connais depuis 2018, je crois. Ouais, au début. Au tout début, je sais pas combien tu dois avoir, moins de 20 000 abonnés, tu vois. Ouais. Mais depuis ce jour-là, à l'époque, c'était 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi, je pense, tu vois. Voilà. Tu faisais des posts tout le temps. Et quand moi, j'ai commencé le podcast en 2020, je me suis dit, Philippe, il fait ça, moi, je vais faire ça, tu vois. Et on a vu, et aujourd'hui, on voit les résultats. On a vu déjà Versailles, on s'est dit, ça commence. Après, on a vu l'année dernière à Paris, on s'est dit, là, il commence à marquer des vrais points. Là, 1 million, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est la phase visible que tout le monde voit. Ouais. Mais pour apprendre, parce que nous, ici, les gens, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre comment tu fais pour faire tout ça, tu vois? Honnêtement, je pense que la base, la base de tout ça, c'est le fait que je me sois lancé. Il y a un proverbe chinois qui dit ça. Travaille dans quelque chose qui te passionne et tu n'auras pas l'impression d'aller au boulot. C'est vrai. Et honnêtement, je me suis rendu compte de ça en voyant comment d'autres personnes avaient du mal à suivre le rythme. Pour des choses qui, pour moi, n'étaient même pas difficiles. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas. Hier, j'ai fini à 1h du matin, j'étais au bureau, je suis rentré. Ce matin, j'étais tôt debout. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que je n'ai même pas le sentiment de travailler, en fait. C'est juste le sentiment de faire des trucs que je dois faire parce que j'aime faire ça. Donc, ça ne me dérange pas du tout. La partie qui va m'être justement gênante pour moi, c'est la partie administrative. Il faut regarder des factures. Ça, c'est la partie qui ne m'intéresse pas du tout et pour laquelle je délègue complètement. Mais la partie création de contenu, j'aime ça parce que je crée du contenu dans des secteurs qui m'intéressent vraiment. J'aime le business, j'aime parler de finance et donc fondamentalement pour moi. Et puis j'aime discuter. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très sociable, j'aime beaucoup discuter. Et donc quand je fais un live et qu'il y a des gens là, moi ça ne me dérange pas. Au contraire. T'es tranquille. Au contraire. Ce que tu fais de ta vie tous les jours, que tu fais cette fois-ci devant une caméra. C'est ça. Quoi. Donc j'aime bien ça. Et je pense que ça facilite les choses. Ça fait que je ne ressens pas la pénibilité derrière tout ça. Mais aujourd'hui, tu crées combien de contenu alors finalement aujourd'hui? En fait, ce que je te disais, c'est que je me pose pas la question. J'en crée autant qu'il faut créer. Et il faut en créer combien? Ça dépend des périodes. Tous les jours? Parfois, c'est... Ah oui, non, par contre, oui, forcément tous les jours. Tous les jours? Ah oui, tous les jours, oui. Il y a une vidéo qui sort? Oui. Et pas forcément une vidéo montée. Alors, c'est vraiment une vidéo, peu importe le style de vidéo, mais il faut qu'il y ait une vidéo. Oui. La consistance prime sur la qualité des vidéos. Parce que je me suis rendu compte de cet emprisonnement dans lequel beaucoup de créateurs se mettent. C'est surtout peut-être les femmes. Il faut que ce soit joli.
Faut que ce soit beau. Et donc, du coup, oui, il faut que ce soit beau. Mais moi, j'estime que les gens, ça ne les dérange pas du tout que ce soit pas très beau. Il y a quand même un minimum, tant que ce que tu dis est pertinent. Okay. Les gens t'écoutent d'abord à cause de ce que tu dis. Et nous, on a tous vu des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Le mec avait une caméra, on voyait à peine son visage parce que l'image n'était pas bonne, mais ce qu'il disait était pertinent et ça a fait le tour du monde. Donc, priorité sur ce que tu dis et ensuite l'habillage vient après. Et puis, je pense que les gens, à force de me suivre, savent que j'ai plus besoin de montrer que je peux monter de bonnes vidéos puisque mes vidéos sont généralement quali. Le jour où je m'écarte de ça, personne ne calcule. J'ai jamais eu une réflexion qui dit oui, mais pourquoi ta vidéo n'est pas bien montée aujourd'hui? Non, parce que dans l'audiovisuel, ce qui prime, c'est le son. Ouais. Le son prime sur l'image. Totalement. On peut regarder un contenu où on entend bien pendant longtemps. On ne restera pas longtemps dans un contenu où on n'entend pas bien, même si on voit clairement. Totalement. Mais comme tu es tout le temps en train de produire, je me dis, à quel moment tu prépares les vidéos? Par exemple, là, on parle de Samuel Eto'o. Moi, j'ai beaucoup suivi la partie sur Aliko Dangote. Oui. Et il fallait chercher des ressources, chercher des informations. Tout à fait. Quand? Bon, ça, c'est le côté... à la base, j'ai une formation académique d'ingénieur. Ouais. Et je pense que même si on dit souvent que l'école ne t'apprend rien, en réalité, c'est pas vrai. Ouais, moi, j'écoute pas les gens qui disent ça. Voilà, parce que quand tu as fait une école d'ingé, une bonne école d'ingé, tu es tout le temps submergé de trucs à faire. Ok. Donc, tu passes ta vie à faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Et je pense que cette habitude-là, ça t'a formaté, en fait, un peu quelque part, à être une machine de recherche. Et ça fait que quand j'ai un sujet, je peux aller très rapidement brasser beaucoup d'informations, les synthétiser rapidement pour pouvoir avoir quelque chose de fluide à partager aux gens. Et ça, je pense que c'est peut-être le côté... C'est ta formation académique. Ouais, je pense que c'est ta formation académique, ouais. Et est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as des ressources où tu privilégies... Est-ce qu'il y a des ressources, pardon, que tu privilégies dans tes recherches? Est-ce que tu peux partager ça? Oui, alors moi, quand il y a un sujet, il y a deux choses. Il y a le sujet sur lequel, par exemple, je veux juste décrire les faits. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il s'est passé les fameuses 5 questions. Qui, quoi, où, comment, pourquoi. Je réponds à ces questions-là et puis c'est tout, la vidéo est sortie. J'ai pas envie de dire que tel homme politique a fait ça. Je décris les faits. Okay. Et puis, il peut y avoir la vidéo dans laquelle je prends position. Je te dis, moi, ce que je pense de la chose. Et à ce moment-là, c'est mon analyse par rapport à ma sensibilité, à mes valeurs et à ce que j'estime être bon de défendre. Comme dans le cas d'Aliko Dangote. En plus d'avoir décrit les faits, j'ai pris position contre certaines des attaques qu'il subissait, avec le risque que ça déplaise à des personnes qui sont parfois puissantes. Parce que quand tu t'attaques à des sujets comme ceux-là, tu te doutes bien que tous ceux qui vont entendre ce que tu vas dire ne vont pas apprécier. Totalement. Mais il faut du courage aussi, par contre, à un certain niveau. Il faut le courage d'avoir des positions et pas d'être quelqu'un de lisse qui est d'accord avec tout le monde. Ça, à la limite, mais bon. Même quand je parle d'argent, les gens n'aiment pas quand je dis les pauvres, les riches. On me dit tu n'es pas humble, tu es hautain, ainsi de suite. Bon, ça fait partie des... Mais est-ce qu'au contraire, moi je dis toujours que c'est mieux parce que les gens se battent en commentaire et c'est ça qui fait... Là, ça fait bouger l'algorithme. Mais tu ne sais jamais qui tu as heurté avec ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as déjà heurté des gens? Oh oui, beaucoup. Mais des gens significatifs? Oui, parce que j'ai des gens que j'ai heurtés qui ont arrêté de prendre mes produits. Par exemple. Ouais. Mais moi, je dis, je suis sur Internet comme je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très taquin, qui rigole beaucoup. Et si tu ne peux pas m'accepter comme pote sur Internet, tu ne m'aurais pas accepté comme pote dans la vraie vie. Et moi, quand je fais du contenu, je ne me pose pas la question de est-ce que ça va plaire ou pas. Je fais du contenu parce que je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut faire. Mais tu te poses quand même la question de savoir est-ce que ça va générer de l'engagement, est-ce que ça va générer de la viralité? Non, je ne me pose pas la question parce que je pense que je suis arrivé à un stade où je sais déjà que ça va générer de l'engagement, de dire les choses de cette manière-là ou pas. C'est pour ça que certains de mes titres, par exemple, déplaisent. Mais je sais déjà que cette formulation de titre tournée de cette manière-là va faire réagir. Et comment, là, si on parle un peu en stratégie, comment est-ce que tu réfléchis pour être autonome ou indépendant de YouTube, justement? Si demain YouTube ferme, qu'est-ce que toi tu deviens? Ils n'ont pas intérêt à faire.
On est d'accord, j'imagine. Ils n'ont pas intérêt à fermer. Ils ont plus intérêt à arrêter que moi. Que toi, oui. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui Non, peuvent mais après, arriver. comme tout créateur de contenu, j'ai une base mail non négligeable. J'ai quand même une grosse base mail. Combien 100 000. 100 000 Ouais. Et encore, c'est une base mail que j'ai filtrée. Hein. C'est-à-dire que quand je t'écris, tu ne me réponds pas au bout de 6 mois, je t'enlève. Quoi. Donc, c'est une base mail qui est quand même assez... Qui est qualitative. Qualitative. Ok. Tu penses que tu pourrais rédiger... Tu pourrais vivre avec une newsletter je pourrais, oui, si je me concentre là-dessus. Et ça fait partie des pushes de croissance qu'on a. Parce que ce qui est drôle dans mon business, c'est que je vois encore tellement de places là où je peux avoir de la croissance. Mais j'ai pas encore le temps de me focaliser dessus parce que 20-80, je privilégie d'abord là où je vais aller chercher les plus grosses parts. Ouais. Donc, c'est YouTube pour l'instant. Mais moi, ma question, c'est quand dans ta strat, tu dois te dire, bon, aujourd'hui, je suis en partenariat. Enfin, tu vois, c'est un élément qui est stratégique dans mon business, mais dont tu es quand même très dépendant. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour ne pas être aussi dépendant que tu l'es? C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je disais, j'ai une base et puis je fais des événements physiques. Ok. Ouais. Je sors mon audience de chez elle pour venir se rencontrer et créer du contact, du lien. Quand quelqu'un prend un ticket pour Box Africa, il me laisse ses coordonnées, nom, prénom, mail, téléphone, et je peux le recontacter pour d'autres choses. Donc fondamentalement, je considère que je ne suis pas à 100% dépendant des réseaux parce que quand les gens entrent dans les réseaux, j'essaie de les réorienter vers ma base mail. Parce que la base mail reste le meilleur contact ou téléphonique par lequel je peux leur parler beaucoup plus directement. Tu trouves que les mails transforment bien? T'arrives à... Voilà, pour l'instant, t'as pas encore beaucoup exploité le truc. Parce que nous, on a une newsletter, près de 10 000 personnes, mais j'ai pas l'impression. Je crois que LinkedIn me rapporte plus que... Oui, mais ça dépend de ce que tu dis dans tes newsletters. Ouais. Bon, si tu veux, on peut parler de mailing, mais il y a tout un art pour écrire de bons mails. De copywriting, c'est pas juste je vous donne des infos. Et puis, surtout, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ta newsletter? Moi, je me dis, si tu veux vraiment être bon dans la newsletter, tu dois en rédiger une par jour. Par jour? En fait, oui, par jour. Toi, tu fais tout de manière... Mais en fait, c'est ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On arrive à une période dans laquelle les gens veulent consommer chaque jour. Parce qu'en fait, quand il n'est pas sur ton contenu, il est sur le contenu de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que les gens ne vont pas... Quand les gens qui te disent, bon, aujourd'hui, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, il y va tous les jours. Mais pourquoi ils ne te rencontreraient pas tous les jours là-dessus? Ouais. Et l'intérêt en plus avec une newsletter, c'est que comme les gens lisent pas beaucoup, si tu parviens à leur donner suffisamment de bons contenus quotidiens, tu vas devenir comme leur journal du matin. Ouais, je vois. Parce que quand il se réveille, boum, il ouvre son mail. Qu'est-ce que Tanguy a à me dire aujourd'hui? Parce qu'il sait que tu vas lui apporter de la valeur. Oui, en tout cas, toi, ta méthode, c'est... On n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Oui. On y va de manière intensive. Oui. Peu importe qu'il vente, qu'il neige. Et ça, comment tu fais pour... Ouais. En fait, et la clé pour toi, c'est le fait de le faire sur une plateforme que tu aimes. C'est ça, en fait. Oui, sur une plateforme que tu aimes. Par exemple, les mails, je veux recruter quelqu'un qui va le faire. Ouais. Qui va le faire, mais qui va écrire comme si c'est moi qui écrivais. C'est là toute la difficulté de l'exercice. C'est d'écrire comme si c'est moi. Bah, les copywriters t'écris beaucoup. Depuis on attend ton livre, là... Il est prêt pour Back to Africa. Ah, voilà, tu nous as donné l'urgence d'entreprendre. Un scoop, ok, d'accord. Mais vrai livre, parce que je suis allé sur un site et j'ai vu... Non, mais c'est pas méchant. Mais je suis allé sur un site et j'ai vu un de tes livres. Mais c'est un... Non, c'est un... Disclaimer. Justement, c'était même pas un livre. C'est un de mes collègues qui, à l'époque, Abdoulaye. Ok. Et il avait dit, mais Philippe, ton petit livre que tu offres aux gens gratuitement, tu sais que si tu mets ça sur Amazon, tu vas le vendre. Ok, d'accord. Il m'a dit ça comme ça, je lui ai dit, ouais, je te crois pas. Il a pris, il a mis sur Amazon, c'est lui qui gagne les recettes là-dessus. Ah, donc c'est lui qui allait le mettre, mais c'est un lead, c'est un lead magnet. Exactement. Mais là, tu viens avec un vrai livre. Oui, un vrai livre. Qui va parler de quoi?